Monsieur le vice-président, nous débattons d'un budget de mi-mandat. Nous avons l'honneur, le privilège pour les nouveaux parlementaires d'être à notre troisième budget suite au programme du gouvernement qui avait été présenté en 2020. Un mandat qui a débuté dans des circonstances qui ont plongé le monde et ses différentes économies dans une récession et une dépression profonde, exacerbée par des incertitudes qui ne peuvent être dissipées étant donné un manque accru de visibilité sur l'avenir. Ce manque de visibilité est le résultat d'un enchaînement d'événements qui met en faillite chaque tentative d'anticipation et de planification des différents gouvernements à travers le monde. Je me suis posé la question, à quand remonte la dernière fois que le monde et ses économies se sont retrouvés dans une situation similaire? Lors de la tenue parlementaire d'hier, l'honorable Bola a brillamment répondu à la démagogie que nous pouvons déceler dans les discours de quelques-uns des membres de l'opposition. Mais aussi, il a répondu aux appréhensions de beaucoup d'entrepreneurs qui perdent leur marché et ceux qui ont la lourde tâche d'assurer que nous puissions continuer à approvisionner le pays et sa population en produits de base dans les temps qui courent. Je parle des temps qui courent, Monsieur le Président, parce que certains acteurs politiques de l'opposition ne semblent pas être en mesure d'internaliser toute la mesure de ce qui se passe dans les moteurs de l'économie de la mondialisation. Et quand je parle de moteurs, je parle des grandes puissances économiques. L'honorable Bola a parfaitement dépeint cette situation hier lors de son discours et je ne voudrais pas répéter ce qu'il a dit. Il est cependant important de rappeler que le phénomène d'inflation, qui semble être la préoccupation première de beaucoup de membres de l'opposition ainsi que de beaucoup d'observateurs, est répandu dans toutes les économies mondiales. La raison est simple. La Covid-19 a engendré des restrictions de mouvement et des interruptions dans la chaîne de production qui affectent toute l'économie mondiale et encore plus notre petite économie insulaire. Les discours de plusieurs membres de l'opposition attribuent cette inflation à une mauvaise gestion. Si on prend le temps de situer le contexte de l'inflation que notre pays subit en ce moment, on comprend clairement que cet argument est de la démagogie pure et simple. La relance de l'économie mondiale qui avait été planifiée pour la période post-Covid, c'est-à-dire avant que la guerre russo-ukrainienne éclate, connaîtra un ralentissement en 2022. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le UNDP dans son assessment de l'impact de la guerre sur l'économie mauricienne. Et pour cause, la guerre russo-ukrainienne se prolonge et impacte significativement sur plusieurs moteurs de l'économie mondiale. Comme l'a fait ressortir l'honorable Bola, les États-Unis lui-même, dont l'indépendance de la politique monétaire, c'est-à-dire de sa banque centrale, ne peut être remise en question aussi facilement, connaît un taux d'inflation de 8,1%. Un taux d'inflation qu'il n'a pas connu depuis 40 ans. Et ces chiffres datent de mai 2022. Imaginez-vous la distance des États-Unis d'Amérique, une économie autosuffisante, contrairement à la nôtre, qui ne dépend pas, comme notre République insulaire, des productions internes. Pour sa survie, en ce qui concerne les pays beaucoup plus proches géographiquement de la guerre, le Royaume-Uni
a connu une inflation de 9% et la zone Europe de 8,1%. Ça veut dire beaucoup, Monsieur le Président, parce que nous parlons des moteurs économiques de l'économie de la mondialisation. Le United Nations World Food Programme a tiré la sonnette d'alarme. Le prix des denrées alimentaires ont connu des sommets records à partir de février 2022. Et cela, Monsieur le Président, en raison de la guerre prolongée russo-ukrainienne. Des économies avec plus de ressources que notre République ont connu des chocs plus conséquents. Le food basket, par exemple, au Libanon, a connu une inflation de 351%. En Syrie, 97%. Au Yémen, 81%. Ces pays, tout comme la République de Maurice, sont fortement dépendantes de l'importation de denrées de base qui permet à la survie de leur population. Il est temps de reconnaître que la République de Maurice, avec ses ressources que nous connaissons, se bat bien pour garder la tête hors de l'eau. Nous connaissons tous les désavantages inhérents à notre économie de par notre condition d'insularité. Pourquoi serait-il mal inspiré de comparer l'économie séchelloise, l'économie de Maldives avec l'économie mauricienne, puisqu'elles ne sont pas aussi diversifiées que notre économie? Quand j'ai écouté l'analyse du leader de l'opposition hier, il semble faire abstraction du fait que ces économies sont principalement dépendantes du tourisme, alors que nous sommes une économie beaucoup plus diversifiée et que notre stratégie touristique ne peut pas être la seule stratégie économique que nous adoptons. Donc, c'est très mal inspiré de comparer ce qui n'est pas like with like. La seule chose que nous avons en commun, c'est que nous sommes des îles insulaires et que nous sommes de petite taille. Mais en ce qui se concerne la machinerie, l'architecture de nos économies, elles ne sont pas comparables. Face à cette situation, Monsieur le Président, nous pouvons dire que notre économie a été très résiliente, malgré notre forte dépendance sur les importations pour les denrées de base. Notre secteur agricole nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Donc, il est très bien inspiré que ce budget renforce aussi ce secteur, et cela malgré les critiques. Il est vrai que tous les subsides, toutes les mesures qui sont prises est faite pour renforcer les acteurs qui sont déjà en opération. Elle ne crée pas de nouveaux opérateurs. Mais cela est nécessaire, Monsieur le Président, parce que si nous parlons de relance économique, il faut qu'il y ait les conditions adéquates pour une relance économique et la création de nouveaux secteurs. Le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture se sont concentrés sur ce qui permet notre survie, sur ce qui nous permet, face à la situation mondiale et la situation des autres économies, de tenir la tête hors de l'eau. Et cet investissement sur notre production agricole est plus que judicieuse. En ce qui concerne les mesures de résilience sociale, nous pouvons dire que notre République s'en sort plus ou moins bien parce que sa population peut toujours respirer. Et cela, malgré le fait que je suis la première à admettre qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent énormément de la situation actuelle. Elles peuvent toujours respirer. Et c'est toutes les mesures sociales qui ont été prises qui les permet de toujours respirer, comparé aux autres économies dont je vous ai parlé plus tôt. Nous ne pouvons nier que cette résilience est due aux mesures de la redistribution des richesses que le gouvernement a implémentées. Une société inclusive est une des meilleures recettes pour absorber les chocs économiques. Le gouvernement a fait beaucoup pour assurer une grande inclusivité. Je ne comprends pas le trop peu, trop tard dont l'opposition parle. Au contraire, fort heureusement que c'est un gouvernement socialiste qui a pris le pouvoir et a redistribué les cotes et la richesse bien avant la Covid-19
et la guerre russo-ukrainienne. Sinon, la situation aurait été alarmante et complètement différente. À travers les mesures de protection sociale, comme le salaire minimum, l'augmentation des pensions, l'application du Marshall Plan, l'inclusivité et l'équité, équité, que le gouvernement a voulu implémenter dans nos sociétés, a permis à notre population et les populations plus vulnérables de surmonter, avec difficulté, oui, mais de surmonter les différents chocs et crises que nous avons subis. Sans ces politiques, si nous étions à la situation d'avant l'implémentation de ces mesures, qui veut dire d'avant 2014, les chocs auraient eu une autre conséquence, un autre impact. Le programme du gouvernement d'avant la Covid avait déjà jeté les jalons d'une économie inclusive. Avec Monsieur le Président, une stratégie qui consistait à se concentrer sur les senior citizens, à travers les pensions, les docteurs, les daycare centers, les recreational centers, combattre la pauvreté avec les income transfers, à travers les pensions, l'augmentation des pensions, mais aussi avec l'implémentation du Marshall Plan. Le salaire minimum avait même été révisé avant janvier 2020. Donc le gouvernement a aussi travaillé sur l'accès des logements sociaux. Il est vrai que cela n'a pas encore été implémenté, mais c'est en bonne voie. Ce qui veut dire que dans quelques années, quand la crise continuera continuera, les logements sociaux seront prêts. Donc, Monsieur le Président, j'ai préféré ne pas prendre tous les arguments qui ont été avancés par l'opposition, mais quelques-unes que je trouve démagogiques et pertinentes. Donc l'inflation et aussi le reproche que ce gouvernement ne fait pas assez, fait trop peu, trop tard, sont totalement injustifiées. Mais nous avons aussi les allusions à l'éclatement du tissu social. Monsieur le Président, nous savons tous qu'en temps de crise, toutes les sociétés ont une tendance à voir l'éclatement de sa cohésion sociale. Et cela est un cycle tout à fait naturel. Cependant, est-ce qu'à l'île Maurice, nous constatons le même éclatement qu'ailleurs? Non, Monsieur le Président. Et je vous répète, c'est grâce à toutes ces prestations sociales qui ont été mises à la disposition de la population. Personne ne peut accuser ce gouvernement d'être insensible, puisqu'il redistribue ce qui est disponible. Et cela, monsieur, quand on compare avec les autres ministres des Finances, ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont pas fait mieux, non. Ce que je veux dire, c'est que ce soit le leader de l'opposition, que ce soit l'économiste qui était ministre des Finances que l'opposition aime citer, ont des philosophies différentes, une idéologie différente de notre ministre des Finances et de ce gouvernement. On ne peut pas, aujourd'hui, venir accuser ce gouvernement de n'avoir pas fait une redistribution différente de la richesse. Toutes les prestations sociales, quand on les compare avec celles qui ont été faites dans le passé, démontrent l'orientation différente. Ce qui est décevant, c'est que ces anciens ministres de Finances, ces groupements n'assument pas leur idéologie. Parce qu'en temps de crise, ce que nous aurions dû entendre, c'est une alternative, des mesures différentes. Si ce n'est pas de financer les mesures sociales, on aurait dû entendre c'est quoi la stratégie pour la relance économique, c'est quoi la stratégie de redistribution de la richesse vers le secteur privé. Ça aurait été plus honnête et plus juste, puisque c'est ça, dans la pratique, qu'ils implémentent, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, les entendre dire le contraire et d'une incohérence qui fausse la démocratie et les débats. Il faut assumer. Quand, depuis l'année dernière, le deuxième budget, pendant la crise, c'était quoi la préoccupation de l'opposition, Monsieur le Président? C'était la croissance. Et aujourd'hui, cette opposition, un an après, vient débattre. L'année dernière, c'était leur matrix, c'était leur façon de
calculer l'économie, c'était leur façon d'assess ce qu'on appelle le outcome de l'économie, la croissance. Et à un moment où le monde était en décroissance. Et aujourd'hui, c'est trop peu, trop tard. Aujourd'hui, c'est une mauvaise redistribution de la richesse, alors que fondamentalement, ce n'est pas leur plan économique. Il serait intéressant pour la Chambre et les membres du gouvernement d'entendre cette alternative, de connaître cette alternative qu'ils proposent. Mais ne venez pas dire qu'il fallait donner 1 500 au lieu de 1 000 roupies. Parce que la distribution de la richesse se fait selon les calculs par rapport aux données qu'ils n'ont pas et que le ministre des Finances a. Donc la spéculation ne sert à rien. Dire que ça aurait dû être plus n'est pas une alternative, puisque c'est la direction que le gouvernement prend depuis avant la période de crise. En ce qui concerne justement le tissu social, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur le budget de l'année dernière et de l'année d'avant. Ce gouvernement a travaillé sur la réconciliation sociale à travers le Truth and Justice Commission avec l'implémentation, monsieur, de certaines de ses recommandations, comme le Land Bank, pour permettre aux descendants d'esclaves et travailleurs engagés d'avoir un accès facile aux terres, le Land and Monitoring Unit qui avait été mis sur pied, le Land Tribunal, le musée de l'esclavage. Donc ce gouvernement ne met pas en péril le tissu social. Au contraire, nous avançons tout doucement, mais nous avançons comparé à ce qui a été fait dans le passé. En ce qui concerne, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs membres qui ont parlé de torture et stigmatisation et justement de la menace qu'elle porte à notre tissu social. Monsieur, les récentes révélations de ce qui se passe dans notre République a choqué profondément non seulement la population, mais aussi le gouvernement. Le Premier ministre s'est même fait un devoir de condamner immédiatement ces actes. Être libre de torture est non seulement un droit constitutionnel, mais c'est un sujet sensible dans notre République qui a connu l'esclavage et l'engagisme. Dans notre République, les sujets comme la torture et le droit d'être constitutionnel, d'être libre de la torture, suscitent énormément d'émotions. C'est pour cela qu'il est nécessaire de prendre ces cas au sérieux, et très sérieusement. Mais il est totalement injuste de venir attribuer ce genre de pratique au gouvernement. Nous parlons de problèmes systémiques. Et je suis sûre, Monsieur le Président, que le gouvernement collabore à 100% avec toute organisation et tout individu qui amène des propositions et qui sérieusement amène des mesures pour éradiquer ce problème que nous avons constaté systémique. Il y a eu plusieurs propositions, comme celle faite par rapport à la prescription pour poursuivre l'État pour que les victimes de torture puissent être dédommagées, surtout si elles ont été en prison. Par exemple, une personne qui a été en prison pendant 4 ans et qui a été victime de torture pour qu'il donne des aveux, ne peut pas poursuivre l'État après 2 ans. Donc c'est tout de même des suggestions très pertinentes et intéressantes qu'on devrait débattre à un moment ultérieur, puisque la torture réveille dans notre population des cicatrices profondes et qu'on ne devrait pas la banaliser. Monsieur le Président, en ce qui concerne la relance de l'économie et de la création de la richesse, je pense que l'honorable Bola a judicieusement démontré que le gouvernement a mis sur pied toutes les structures possibles pour permettre aux acteurs économiques de rebondir, et surtout les PME. Cependant, le comportement des acteurs économiques, des opérateurs économiques en temps de crise ne sera pas la même qu'en temps de prospérité, ce qui est tout à fait naturel. Donc, on ne peut pas accuser le gouvernement si le secteur de l'économie est en dépression et récession. Ce qu'il ne faut par contre, c'est mettre les jalons sur pied. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai entendu
notre collègue l'honorable Bola, le ministre Bola, nous parlait de l'Afrique du Sud comme la première destination d'exportation. Cela fait combien de décennies que nous parlons d'un African Strategy? Et finalement, Maurice, sous ce gouvernement, a pu relever le défi. Et nous avons un marché d'exportation en Afrique du Sud, une alternative. Et cela est très bien inspiré, puisque voyez ce qui se passe maintenant en Europe. Et ce que nous apprenons, c'est que ce marché d'exportation dépasse celle des marchés traditionnels comme l'Europe et les États-Unis. N'oublions pas que ces marchés nous ont été ouverts sous favoritisme, taux préférentiel après l'indépendance pour permettre à notre économie de se construire. Et nous avons déjà une alternative, Monsieur le Président. Si cela n'est pas de la prévoyance, qu'est-ce que c'est? Ce African Strategy, on en a parlé pendant des décennies. J'entends parler de ce grand rêve qui est de promouvoir cette exportation, de permettre ces ponts entre l'Afrique, l'île Maurice et l'Asie et l'île Maurice. Mais jusqu'à l'heure, c'est la première fois que j'entends qu'il y a des résultats aussi forts et concrets. Et cela grâce au traité que l'île Maurice a signé. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas, un gouvernement ne peut pas agir à la place d'un acteur économique, mais elle peut que créer les conditions autour. C'est pour cela qu'il faut que la démagogie arrête. Nous sommes en récession, nous sommes en dépression. Nos entrepreneurs connaissent la prospérité, connaissent des marchés qui ne sont plus aussi disponibles qu'avant. Il faut apprendre à nos entrepreneurs, mais cela ne peut pas être le travail que du gouvernement, mais il faut apprendre aux entrepreneurs qu'il y a des alternatives et aussi de se réinventer. Nous allons vers la crise. Ce qu'il faut, il nous faut des gens qui sachent saisir des opportunités et qui sachent se réinventer. Et cela ne peut pas être la responsabilité complète du gouvernement. Le gouvernement peut que mettre les structures, les incentives sur pied. Et par exemple, quand on voit qu'aujourd'hui, l'île Maurice, que l'Afrique du Sud est une destination d'exportation première pour l'île Maurice, nous voyons que les structures ont été mises sur pied. C'est aux entrepreneurs d'utiliser ces outils qui sont mis à leur disposition. Et même ce que le ministre nous a partagé avec nous, c'est que de nouvelles opportunités seront ouvertes à travers le African Continental Free Trade Area Agreement. Ensuite, il y a le Regional Feeder Vessels qui va permettre l'importation et l'exportation des routes vers l'Afrique. Donc, toutes ces mesures et aussi les mesures vis-à-vis des marchés asiatiques. Toutes ces mesures, Monsieur le Président, c'est de la prévoyance. Et c'est de la prévoyance qui va aider, surtout si la crise russo-ukrainienne se prolonge. Donc nous ne pouvons pas accuser ce gouvernement de ne pas être proactif, de ne pas tenter de créer la richesse, mais n'oublions pas que nous avons besoin de l'aide des acteurs économiques qui doivent changer leur comportement économique et leur façon d'opérer. Beaucoup de gouvernements ont échoué avant sur la stratégie Afrique. Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur les arguments qui ont été avancés par l'opposition pour parler de ma circonscription, le numéro 18. Le numéro 18 a la chance d'avoir été une circonscription qui a bénéficié de plusieurs projets, et notamment récemment l'inauguration et le lancement de la phase 2A du métro express. L'année dernière, nous avions parlé de plusieurs projets de drains et nous pouvons dire que ces projets sont en bonne voie. Après des décennies, nous avons fait l'effort de trouver une solution pour l'inondation de la Luize, l'Albardo-Chastry. Et ça a pris 1 an et demi pour trouver la solution parce que rien n'avait été fait avant. En ce qui concerne le système de drains à Saint-Jean, qui a connu de récentes inondations, c'est en bonne voie puisque les consultants travaillent dessus en ce moment même. Le réseau de drains Rosier et Goyavier sont en voie de finalisation. Le système de réseau de drains à Beauséjour, qui a été annoncé par le ministre des Finances, le kick-off meeting a débuté lundi.
En ce qui concerne les terrains, la rénovation du terrain de football de la Sauce, elle est en projet en ce moment, les travaux ont commencé. Et en ce qui concerne le Foot 5 à Guy Rosemont, l'exercice de tender a été complété, donc elle débutera cette année-ci. Et, Monsieur le Président, tous ces succès au numéro 18 par rapport au drain, nous le devons à une vision du gouvernement qui a créé le Lane Drainage Authority. C'est grâce aux efforts du ministre Eriram et de la vision du gouvernement que cette institution est aujourd'hui une institution qui nous permet, les PPS et les députés et les ministres des circonscriptions, d'avoir une visibilité et une cohérence sur tout ce qui est les projets de drain et les réseaux de drain. Et c'est toujours un success story. Il est vrai que nous sommes en construction, qu'il y a certaines régions où les drains sont complétés dans le numéro 18. Il y a d'autres où les travaux vont commencer cette année-ci. Il y aura toujours des inondations, des accumulations en décembre. Mais cela ne change pas le fait que le travail a commencé sous ce gouvernement et n'avait jamais été fait avant. Donc le gros du travail a débuté et là, tout ce qui est la rationalisation du système de drain a commencé sous ce gouvernement et toute amélioration dans ce domaine est attribuée à ce gouvernement. Monsieur le Président, l'année dernière, j'avais remercié le ministre Léjon-Gor de nous avoir permis, mon collègue Kavira Mano et moi-même, d'avoir le projet, les fonds pour le projet de tout à l'égout au niveau de la Sauce, l'Albado-Chastry, Coudien Lane et Oclou Lane. C'est grâce à un travail d'équipe que l'honorable Kavira Mano et moi-même, aujourd'hui, nous pouvons parler de la concrétisation du projet et les travaux vont commencer incessamment. Donc, je peux dire qu'au numéro 18, tout ce que nous avons annoncé l'année dernière est en bonne voie. En ce qui concerne le ministère de l'Environnement, mon collègue Kavira Mano travaille en ce moment avec son ministère et moi-même sur l'embellissement de la ville de Quatre-Bornes et notamment les artères principaux. On travaille en ce moment sur un jogging track sur la colline Candos, qui est un track très utilisé par les athlètes, et nous avons beaucoup d'athlètes à Quatre-Bornes. Le health track à Eben a débuté, le complexe sportif à Boundary a débuté, toujours sous le ministère de l'Environnement. L'embellissement de Canal La Ferme, qui est un passage très utilisé par les écoliers qui fréquentent l'école Gaëtan Rénal et Betchoumadou, est en voie de concrétisation. Le ministre Léjon-Gor a été très réceptif. Dans le budget qui a été soumis, 2 km de tuyaux seront changés au réservoir de Candos. Ce tuyau, de par l'état de ce tuyau, une grande partie de Sodnac n'avait pas d'eau pendant plusieurs jours et grâce à la collaboration du ministre Léjon-Gor, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y aura un changement drastique dans les mois à venir. L'asphaltage de résidence Saint-Jean et Pelle-Aval, qui n'a pas été fait depuis des chemins, je veux dire, qui n'a pas été fait depuis plusieurs années, sera implémenté cette année-ci. En ce qui concerne le village d'Eben, qui a été souvent négligé, grâce à une collaboration de la NDU, de la CWA et de la municipalité, les tuyaux seront, tout le système de tuyaux va être échangé, renouvelé, et après plusieurs années, les chemins seront asphaltés. Le ministère du Transport a été très réceptif, et toute la région de Belle-Rose, qui n'a pas de facilité de bus, va enfin pouvoir bénéficier de minivans cette année-ci. Et cela a été un gros problème pour les habitants de la région, puisqu'ils étaient renfermés et n'avaient pas la possibilité d'utiliser les bus. Grâce au soutien infaillible de la RDA, les drains sur l'autoroute de Berthaud et Ollier ont débuté. Et c'est des problèmes d'inondation qui datent de 25 à 30 ans. Donc on ne peut que remercier la proactivité du ministre Eriram qui nous soutient dans la circonscription. Le marché de Belle-Rose, dont le consultancy avait été annoncé l'année dernière, a reçu les fonds cette année-ci pour débuter. Et le ministre des Finances a annoncé le complexe multisport à Quatre-Bornes, un projet qui était très important pour les habitants et surtout tous ceux qui pratiquent les sports de combat dans la région.
En ce qui concerne le numéro 19, plusieurs projets de drains sont en voie de construction et attendent la disponibilité des contracteurs. Une partie a pu être lancée, d'autres attendent que les contracteurs se mobilisent sur les chantiers. Et le ministre Léjonga nous a fait part qu'à partir de septembre, les travaux pour tous les chemins qui ont été abîmés par rapport au changement de tuyaux dans le numéro 19 débutera en septembre. La mobilisation débutera en septembre. Je sais que l'opposition va nous accuser, et souvent on m'accuse, même dans le numéro 18, d'être très généreuse avec l'argent du peuple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence marquante entre la gestion de ces fonds, de ces budgets, par notre régime et leur régime. Parce que tous les projets dont je vous parle datent de 25, 30, 50 ans. Et jamais les fonds publics n'ont été alloués à ces projets. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie les membres de cette auguste assemblée pour leur attention. Merci.